Ah, au moment où tu lèves la tête, l'image revient. Laisse la tête levée. Donc je vais continuer un petit peu, on va dire, sur l'intelligence, sauf que là on va passer sur l'artificiel. Donc on n'est pas du tout au même niveau encore. Une des grandes questions, ça va être justement, est-ce qu'un jour on sera au même niveau, voire même est-ce qu'on sera à un niveau supérieur. Aujourd'hui, on a le droit de tout croire. Il n'y a pas encore vraiment de démonstration dans un sens ou dans un autre. Par contre, il y a quelque chose qu'on voit réellement arriver, c'est que maintenant, les réseaux neuronaux profonds marchent. Alors que pendant très longtemps, ils ne marchaient pas, mais ils n'étaient pas profonds non plus. Donc ça, c'est un peu le truc. Donc, un truc qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on a accès à des données. Et on a accès à un nombre de données qui est totalement hallucinant. Je veux dire, avant, il y avait des livres, certes, mais il fallait les lire, il fallait les avoir. Aujourd'hui, il suffit d'une simple connexion et vous avez accès à une quantité de données phénoménale. Sur YouTube, il y a 300 heures de vidéos qui est posée chaque minute. Donc ça y est, il y a déjà 300 heures qui ont été posées. Ça va super, super vite. Et ça, c'est très impressionnant, parce qu'en fait, plus vous avez de données, plus vous avez une capacité d'apprendre. Vous en rendez peut-être pas compte, parce que pour vous, c'est super naturel, mais par rapport à vos parents ou par rapport à vos grands-parents, l'apprentissage est beaucoup plus facile, parce que dès que vous vous posez une question, allez hop, Wikipédia, et vous avez la réponse. Avant, c'était je me posais une question, je demandais à un copain, pas vraiment de réponse, ok, peut-être que je trouverai une encyclopédie avec la réponse, et puis on oubliait, et puis finalement on ne l'avait pas appris. Ça va aller encore plus vite. On a déjà l'Internet de toutes les données, mais maintenant on va avoir l'Internet des flux. C'est-à-dire que vous allez avoir des objets connectés qui vont envoyer en permanence des informations sur le réseau. Par exemple, vous allez peut-être avoir des capteurs de température sur toute la planète, ce qui fait qu'en permanence, vous aurez la température partout. La vitesse du vent, donc tous les aspects météo. Mais ça peut être autre chose, vous allez avoir des caméras qui seront branchées tout le temps. Vous allez avoir des capteurs dans les appareils. Donc on a un nombre de données qui va encore augmenter de façon incroyable. Donc ça, c'est le deuxième point. Et il faut bien voir un petit truc, c'est que notre corps récupère des flux de façon permanente. C'est-à-dire que depuis qu'on est né, on a des yeux ouverts, qui ont des films qui rentrent tout le temps dans le cerveau, qui sont analysés en direct. On touche des choses, c'est l'information, on respire. Donc on a un flux d'informations. On n'est pas abreuvé d'images fixes ou de textes fixes. Et ça, c'est clairement très important. On apprend grâce à ces capteurs qui nous envoient plein d'informations. Donc tout est donné, et surtout, tout va dans le nuage. Donc tout est accessible sur Internet. Ça, c'est un point qui explique là où on en arrive aujourd'hui sur les aspects d'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones? En fait, ce qui est très marrant, j'ai rigolé tout à l'heure parce qu'on a pris les mêmes transparents, les mêmes documents. Mais je vais commencer par vous montrer un réseau de neurones qui a commencé à bouleverser un peu les gens. Ça a été Google qui s'est dit, je vais me faire un très gros réseau de neurones, 1 milliard de connexions. Donc par rapport à l'humain, c'est encore ridicule. Mais par rapport à ce qu'on faisait à l'époque, c'est vraiment énorme, 1 milliard de connexions. Et à partir de ce réseau-là, je lui donne des vidéos de YouTube pendant une semaine, et je lui dis, dis-moi ce que tu vois. Et en regardant au niveau de différentes couches, par des couches de convolution, comme l'a montré tout à l'heure Alexandre, eh ben, on a vu ressortir un truc qui clairement ressemble à un visage humain, ou bien un truc qui ressemble clairement à un visage de chat. Ça veut dire que tout seul, le réseau neuronal a appris à comprendre son environnement et a compris à reconnaître ce que c'est qu'un humain, ou ce que c'est qu'un chat. Et probablement de la même façon que le font les bébés ou les enfants, on découvre ce que c'est qu'un chat en voyant, et pas parce que quelqu'un vous a donné une description super précise de ce que c'est qu'un chat. En fait, enfant, on vous dit chat, chien, et puis au bout d'un moment, ça rentre. Et bien c'est un peu ce qui s'est passé pour ça. Alors, je vais vous faire un petit retour très rapide sur ce que c'est qu'un réseau de neurones, pour vous montrer que c'est super simple. Et ça, c'est un des petits côtés bizarres de la chose, c'est qu'on arrive à faire des trucs très compliqués avec des briques très simples. Donc, si je simplifie, parce qu'on vient de voir à l'instant que c'est plus compliqué que ça au niveau du cerveau, mais l'idée de dire, on a une cellule qui va récupérer des flux électriques, c'est bien électrique, on est d'accord? Des flux électriques de la part d'autres neurones au niveau des dendrites, et puis elle va décider avec une activation à un certain seuil de faire suivre l'information ou pas, même si on vient de voir que c'était un petit peu plus compliqué que ça. Et donc là, le modèle au niveau de l'informatique qui représente cette chose-là, c'est que vous avez X0 qui est un flux électrique qui arrive, qui est connecté à un endroit où il y a une plus ou moins grande connectivité. Donc on va avoir WX0 qui va rentrer au niveau du noyau, et ça sera plus ou moins fort. Et tout ce qu'on va faire
quand on fait un réseau neuronal, c'est de jouer sur le W. Je ne sais plus où est mon petit bouton. Bon, donc l'idée, c'est que le canal qui va transmettre l'énergie d'un autre neurone peut être plus ou moins gros et transmettre plus ou moins facilement cette information. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette cellule-là, dans un réseau neuronal, va dire, si c'est un tel qui me donne de l'information, je considère que c'est vachement important. Si c'est un autre qui me donne de l'information, je considère que c'est moins important. Et il va sélectionner ça. Et quand on va lui apprendre à reconnaître des choses, à faire une tâche, on va lui apprendre à choisir la valeur des W qu'il prend pour arriver à son résultat final. Donc l'image, on la retrouve là, voilà. Vous avez à gauche en rouge les données qui seront rentrées au réseau. Ça peut être des images, ça peut être des chiffres, ça peut être du son. Ça marche très bien avec le son aussi. Puis vous avez tous les trucs au milieu qui sont ce qu'on appelle les couches cachées en bleu. Là il y en a 2, mais vous pouvez en avoir nettement plus. Et à la sortie, vous allez avoir une valeur ou bien des catégories qui seront le résultat. Et si, par exemple, pour un apprentissage qu'on appelle renforcé, c'est-à-dire qu'on prend un réseau neuronal qui n'a pas vraiment de valeur, on lui donne plein de données, et on lui dit, bah voilà, je te donne des données, qu'est-ce que tu me donnes comme sortie? Il vous donne une valeur en sortie, et vous lui dites, ah mais t'as rien compris, c'est pas ça, corrige, t'as fait une erreur de temps. Et cette erreur-là, il va dire, ah bah si j'ai fait une erreur, c'est à cause du neurone qui était en haut, c'est lui qui m'a donné le plus d'informations. Donc on va dire, très bien, si c'est lui qui t'a donné 80% de l'information, tu lui renvoies 80% de l'erreur pour qu'il se corrige lui aussi. Et puis lui, il va dire, ah mais moi, c'est celui de gauche qui m'a donné l'information, donc, et de fil en aiguille, il faut se corriger. Si c'était trop d'informations, il va réduire le diamètre du mec qui lui a envoyé l'information. Si c'était pas assez, il va le grossir. Et c'est aussi bête que ça. Et on redonne des informations, on regarde le résultat que tu as encore fait une erreur, je t'ai dit de te corriger. Et de fil en aiguille, on se rend compte que les erreurs diminuent de plus en plus. J'aurais perdu l'image. Ça va revenir, bon. Voilà, donc ça, c'est le principe d'apprentissage. On donne des données, on a des résultats, ces résultats sont plus ou moins justes, on corrige le réseau pour que la prochaine fois qu'on redonne la même donnée, le résultat soit bon. Le problème, c'est qu'on arrive à un truc à l'arrivée qui marche, on a un réseau dont on a corrigé les connexions, ça donne un bon résultat, ça marche, mais mathématiquement, on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi, en donnant plein d'exemples et en lui disant tu t'es trompé, tu t'es pas trompé, etc., à l'arrivée, on a un réseau qui ne se trompe plus. On lui donne une image de chat, il dit plus chien. Et pourtant, c'est un chat qui n'avait pas de poils, ou pourtant c'était. Mais c'est pas grave, il a réussi à comprendre aussi bien que nous, voire même parfois mieux que nous. On a des exemples d'écriture, par exemple, de lettres, d'écriture d'adresses sur les enveloppes, où il trouve des chiffres. Franchement, quand je les regarde, moi je ne comprends pas ce que c'est comme chiffre, mais lui il trouve. Donc il y a vraiment cet aspect-là qui rentre en compte. Et c'est très gênant parce que, bon, il y a le petit côté Frankenstein, on a fabriqué un truc qui donne des bons résultats, on ne sait pas pourquoi, c'est quand même un petit peu inquiétant. Et puis il y a un deuxième problème qui est un peu gênant dans cette histoire, c'est qu'on aimerait bien être capable de garantir que le réseau neuronal va converger vers ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il va arriver au bon résultat. Et aujourd'hui, comme mathématiquement, on ne comprend pas très bien comment ce genre de truc se passe, eh ben, on est un peu coincé pour lui permettre d'arriver au bon résultat, à savoir être capable de faire la différence entre un chat et un chien, par exemple. Donc comment on fait aujourd'hui? Ben, on compte beaucoup sur l'expérience des gens qui créent les réseaux neuronaux. Et ils savent que dans tel cas, il vaut mieux faire telle astuce bidule pour qu'à l'arrivée, le réseau neuronal converge. En gros, on va créer le bon réseau et on va lui apprendre correctement les choses, mais c'est loin d'être évident. Donc là, on a un vrai problème qui est qu'on crée un truc, on sait le fabriquer, mais on ne comprend pas comment il marche. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les réseaux neuronaux? Et c'est là où je vais commencer à rentrer sur l'aspect un peu plus politique de la chose. Parce qu'on fait déjà des choses. Par exemple, on reconnaît très bien ce qui se passe dans les images. Reconnaître une image, pour un humain, c'est hyper facile. Il n'y a aucun problème. Vous êtes capable de faire la différence entre une chaise et un individu. Ça vous semble même tellement évident que vous ne comprenez pas qu'un ordinateur n'arrive pas à le faire. Ça a été un truc pendant des décennies. Le traitement d'image, ça a vraiment du mal à marcher. Et là, d'un seul coup, on arrive avec une boîte magique qu'on secoue très fort et pof, tous les problèmes sont réglés. Et c'est tellement vrai qu'il y avait des compétitions de traitement d'image qui existent depuis super longtemps. Les réseaux neuronaux sont arrivés depuis quelques années, entre 5 et 10 ans, et depuis, ils éclatent tous les concours, et maintenant, il n'y a plus un seul concours de traitement d'image où les gens osent faire autre chose que du réseau neuronal parce qu'on est pathétique quand on fait autre chose. Donc c'est vraiment un vrai problème. Alors, il y a encore des cas extrêmes où on peut s'en sortir, mais dans la plupart des cas, et là, vous voyez, on est en train de demander, finalement, à une voiture de comprendre son environnement. Donc si on voit correctement, on peut espérer la voiture autonome, et vous savez déjà que la voiture autonome roule aujourd'hui, et que dans moins de 10 ans, il y en aura à acheter,
Et probablement que dans 20, 30 ans ou 40 ans, il n'y aura plus de voitures non autonomes. On peut très bien comprendre des raisons, c'est que finalement, si vous n'avez que des voitures autonomes, vous pouvez virer tous les feux rouges, elles discutent entre elles pour savoir qui passe. S'il y a encore des gens qui conduisent eux-mêmes leur voiture, ça va faire des gros crashs. Donc si vous avez des voitures qui sont entièrement autonomes, des trains qui sont autonomes, des camions qui sont autonomes, des bus qui sont autonomes, vous n'avez plus de chauffeurs déjà. Donc ça veut dire que vous avez mis un bon paquet de gens au chômage. Vous allez plus peut-être avoir besoin de voitures, parce que finalement, en général, ce qu'on veut, c'est pouvoir aller d'un point A à un point B, depuis chez moi à ma maison de campagne, par exemple. Et j'ai besoin d'une voiture parce qu'il n'y a pas de train. Mais là, il y a une voiture autonome qui va venir me chercher, qui va m'emmener directement à ma maison de campagne. Puis une fois qu'elle m'aura amené à la maison de campagne, ben, ça se trouve, j'en ai pas besoin de la nuit, donc je lui dirai va te promener si tu veux. Par contre, sois là demain à 4h du matin, enfin je sais pas, à 8h du matin pour aller faire les courses. Donc on peut très bien imaginer que finalement les voitures se promèneront. Et si on regarde par exemple une ville comme Paris, à Paris, en ce moment, il y a un tiers des voitures qui sont en train de tourner en rond pour chercher une place pour se garer. Quand on a des voitures autonomes, on peut très bien imaginer qu'elles iront se garer au 4e sous-sol, au 20e sous-sol, on s'en moque. Elles vont disparaître. Et les urbanistes travaillent déjà aujourd'hui à faire disparaître les voitures en stationnement de la surface de la ville. Il n'y a plus besoin d'avoir des voitures qui stationnent, puisque les gens n'ont plus besoin d'aller chercher leur voiture pour démarrer, c'est la voiture qui va venir à eux. Donc vous descendez de chez vous, la voiture, elle vous attend devant chez vous, même si elle était garée au 10e parking. Donc ça va clairement changer les transports de façon très très radicale. Les réseaux neuronaux permettent aussi de comprendre. Donc il y a des petites boîtes qui vous sont vendues, ça c'est vendu par Amazon, mais vous connaissez aussi Siri ou l'équivalent sur Google, OK Google, vous parlez, il comprend ce que vous dites, vous lui dites bah, tu vas me rajouter un rendez-vous sur mon agenda pour demain, dis-moi quelle est la météo à Marseille, prends-moi un billet de train, donc tout ce genre de choses simples, mets-moi la musique, il est capable de le faire. Alors évidemment, un effet de bord, c'est que maintenant votre vie intime va devenir de moins en moins intime, parce qu'à partir du moment où vous parlez à une intelligence artificielle et qu'elle-même elle est reliée au réseau, vous pouvez imaginer que les services secrets vont se faire un plaisir de tout enregistrer et de savoir ce que vous avez demandé, ce que vous êtes en train de faire, etc. Bon, il y a des effets de bord, donc clairement, on est dans un monde où la vie privée est en train de disparaître, malgré tout ce qu'on dit. Je suis convaincu qu'elle va disparaître de plus en plus vite. Bon, on espère peut-être qu'il y aura de la transparence à la place, mais c'est loin d'être gagné. Les réseaux neuronaux ont fait un exploit qui a été de battre le meilleur joueur de Go. Et c'est un exploit parce que contrairement à la victoire contre le meilleur joueur d'échecs, pour gagner contre le meilleur joueur de Go, on ne peut pas tester toutes les combinaisons possibles et voir laquelle permet d'arriver au bon résultat. Il y a trop de combinaisons. C'est totalement impossible. Donc ça veut dire qu'il faut que la machine commence à jouer de façon élégante, qu'elle trouve les beaux coups. Et vous commencez à faire un peu d'informatique, imaginez que je vous demande de programmer un beau coup. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire beau? Et là, c'est très très compliqué. Et quand on regarde les parties qu'a fait AlphaGo, les grands spécialistes regardaient des coups en disant, mais c'est superbe, on n'y avait jamais pensé, c'est très beau comme coup. Il y a un style qu'on va pouvoir étudier. Donc là, on arrive sur quelque chose qui est assez bizarre, mais qui est très intéressant, c'est le fait qu'un ordinateur soit capable de prendre des décisions que des humains arrivent à trouver jolies. Le prochain défi d'AlphaGo, c'est de jouer à StarCraft. Vous connaissez peut-être StarCraft pour ceux qui jouent, c'est vous avez plein d'unités à jouer, il faut aller taper l'autre, vous les devez construire en même temps, ça va très vite, il y a des championnats en Asie de gens qui jouent à ce truc-là, c'est très impressionnant, il faut les regarder jouer à quelle vitesse ils jouent, mais bien évidemment, ils sont en train de se dire, contre un ordinateur, on est mort, parce qu'il va beaucoup plus vite que nous, il n'aura aucun problème à gérer 500 soldats en même temps, alors que moi j'ai vachement de mal à gérer 500 soldats en temps réel. Mais bon, on sent bien qu'ils vont essayer de faire ce jeu-là. Et puis on voit très bien qu'entre ce jeu-là, où vous devez gérer 500 petites unités qui sont en train de se battre, et le jeu en dessous, où vous avez des vraies armées qui aujourd'hui sont en train de construire des petits blindés autonomes, et bien on se dit bien que ces petits blindés autonomes, il y a quand même quelqu'un qui va leur donner des ordres. Et si vous avez des milliers de petits blindés autonomes comme ça sur un champ de bataille, qui de mieux pour donner les ordres qu'un beau réseau neuronal derrière qui fait la stratégie et la tactique. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on risque d'avoir? Un commandant qui dit « va me prendre cette ville », et puis hop, le réseau neuronal qui va commander à tous ces petits robots autonomes d'aller attaquer. Ça fait peur, hein? Et bien c'est déjà en train de se construire ce truc-là. C'est-à-dire que ça, c'est pas une maquette, ça marche. C'est russe, mais les Américains ont la même chose. Hein. Et quand on leur dit « arrêtez vos conneries », ils disent « non, non, vous nous dites ça parce que vous n'êtes pas capable de le faire, mais nous, on préfère que ce soit un robot qui meurt au combat qu'un Américain ou qu'un Russe. » Quoique les Russes, je pense qu'ils s'en foutent. Mais en tout cas qu'un Américain. Bon, et en plus, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on va tous en vouloir de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que cette bestiole-là, si elle est capable de faire la vaisselle, si elle est capable de passer l'aspirateur, si elle est capable de faire le ménage, de changer les draps et de faire tout chez moi, ben je la veux. C'est clair que j'en veux une.
Alors évidemment, la grande question, c'est qui va la contrôler? Si elle est totalement autonome, bah, finalement, c'est un problème entre elle et moi. Si elle est reliée au réseau, est-ce qu'il n'y a pas des pirates qui vont être capables de la prendre, de prendre son contrôle, et quand je ne suis pas là d'ouvrir la maison, ou bien quand je dors, finalement, de me poignarder, parce que si elle est capable de faire la vaisselle, elle est tout à fait capable de prendre un poignard aussi. Donc après, il y a des questions, mais alors il y a un truc qui est très marrant, c'est que quand on regarde les aspects de vie privée, on se rend bien compte que les gens n'ont rien à faire de leur vie privée, et que si je vous dis donnez-moi votre nom de votre banque et de votre assurance, et en échange je vous offre une place de cinéma, 99% des gens prennent la place de cinéma et donnent l'information qu'on veut. Je pense que ça sera pareil pour ça, c'est-à-dire que tout le monde sera ravi d'avoir un robot chez soi. Il y a des petits risques qu'il marche mal, bon, c'est pas très grave, tant que c'est pas récurrent. Et en fait, on se rend compte que les réseaux neuronaux sont appliqués maintenant à tous les métiers. De plus en plus, au niveau des médecins, le médecin traditionnel qui fait un diagnostic et qui, en fonction de ce diagnostic, choisit les médicaments qu'il faut vous donner, eh ben, il y a déjà l'IBM Watson, qui est une intelligence artificielle qu'a développée IBM, qui est capable de faire mieux. On s'est rendu compte. Et moi-même, personnellement, j'ai vécu une expérience où j'avais eu une infection. Mon médecin m'a donné un antibiotique, et puis quand on a fait les analyses marquaient quels sont les meilleurs antibiotiques, et celui qu'il m'avait donné, c'était un bon. Et j'ai quand même envoyé un mail à mon médecin en lui disant « mais il y a des très bons, est-ce qu'on ne prend pas un très bon ?» Il m'a dit « non, non, ça va suffire », sauf que 3 semaines après, je n'étais pas guéri. Il m'a dit « c'est vachement bizarre, je t'envoie voir un spécialiste ». Et le spécialiste, il m'a dit « bah, il faut donner un très bon ». Il m'a donné un très bon et j'étais guéri. Donc quelque part, mon médecin m'a un peu déçu et je me suis dit que finalement, l'ordinateur qui avait fait l'analyse était meilleur que mon médecin. Sur l'agriculture, là, je vous montre un gros robot autonome qui va voir lui-même ce qu'il faut aller faire dans les champs. On peut très bien imaginer demain que vous allez avoir plein de petites abeilles qui seront des robots autonomes qui vont aller nettoyer les champs et il n'y aura plus besoin de pesticides pour enlever les bestioles, en tout cas qui vont travailler sans intervention humaine. Tout ce qui est assurance, les calculs d'assurance, les risques, etc., les réseaux neuronaux et les ordinateurs sont très très bons pour le faire. Tout ce qui est vente, prendre des ventes sur Internet, faire des petits robots qui vont être capables d'aller faire les paquets qu'on vous enverra par la poste, on sent bien que c'est un truc qui va arriver très très rapidement. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a énormément de métiers qui vont se retrouver à disparaître et qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver au chômage parce que finalement, les métiers qui vont rester, qui sera capable de les faire? Là, il y a vraiment des questions qui se posent. Donc si on se retrouve avec un chômage universel, on peut espérer quand même que, comme les robots font la richesse, on se partage la richesse entre nous tous et qu'on ait un revenu universel. Donc qu'on soit dans une société de oisifs, certes, mais qui vivent très bien, qui ont leur revenu. Ça, c'est une première option. La deuxième option, c'est que les gens qui contrôlent les IA s'en mettent plein les poches et les autres se retrouvent à la rue. Donc après, ça dépend si vous avez une vision capitaliste ou plutôt socialiste du monde, de ce que vous espérez. On verra bien ce qui va se passer. C'est clair, en tout cas, qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prennent le pas pour essayer de contrôler le plus possible les IA et d'avoir cette avance technologique. Alors, est-ce que l'IA est dangereuse? Là, ce que j'ai montré, c'est un changement radical dans notre société. On devrait pouvoir s'y adapter, mais ça ne veut pas dire que l'IA est dangereuse pour autant. Elle nous pique nos métiers, mais si en même temps, elle m'offre un revenu universel et que je peux faire que ce que je veux, je pense que 90% de la population sera ravie. Le gros truc, c'est l'évolution. Alexandre a expliqué qu'un cerveau, ça n'avait rien à voir avec une IA et qu'une IA était destinée à faire quelque chose, une tâche bien précise, alors qu'un cerveau a une capacité d'adaptation pour survivre qui n'a rien à voir. Ce qu'on regarde, c'est qu'on a des courbes qui nous montrent que dans les deux cas, le cerveau, comme l'ordinateur, fait des opérations pour être capable d'arriver à son résultat. Et que je ne sais pas exactement comment on mesure les opérations que fait un cerveau, mais d'après cette courbe-là, aujourd'hui, on est au niveau d'un insecte, mais vu que les progrès sont exponentiels et que les différences, finalement, n'ont pas l'air si énormes, sur une échelle exponentielle, on est bientôt à la souris et on est au niveau d'un cerveau en nombre de calculs vers 2025, donc dans 10 ans. Et si on considère que toute l'humanité, l'intelligence de l'humanité, c'est la somme de tous les cerveaux, et je ne pense pas que ce soit le cas, mais bon, c'est pas grave, l'intelligence de l'humanité, ça sera atteint vers 2060. Donc on est vraiment à une étape où la capacité de calcul pour arriver à tout comprendre se rapproche. Ce qu'on appelle le point critique, ou la singularité, pour certaines personnes, c'est le jour où on sera capable de faire une intelligence artificielle plus intelligente que nous. Et moi, j'aime bien dire que la singularité, ça sera le jour où une intelligence artificielle sera capable de créer une intelligence artificielle nettement meilleure qu'elle. Parce que dès lors qu'elle est capable de faire ça, la suivante pourra faire la même chose, etc. Et là, on est parti sur un effet boule de neige qui fait que finalement, les intelligences artificielles génèrent elles-mêmes leur propre évolution biologique, si je puis dire de biologique.
Donc certaines personnes ont super peur de cet aspect. Donc là, vous reconnaissez Bill Gates et Steve Hawking. Et eux, ils disent carrément il faut arrêter. Il faut arrêter la recherche parce qu'on est en train de créer quelque chose qui va totalement nous dépasser. On ne comprend pas comment ça marche et les conséquences sont vraiment faramineuses. En face d'eux, il y a quand même plein de gens qui sont dans le deep learning et qui disent mais c'est du n'importe quoi. Ils n'ont pas du tout cette capacité que vous leur imaginez. Aujourd'hui, ils sont très limités et il n'y a pas de raison que ça change fondamentalement demain. Bon, vous connaissez probablement Elon Musk. Lui, il fait partie du camp des gens qui disent qu'il faut faire attention, très fortement attention. Et il a déjà mis une fondation, c'est vrai qu'il a mis 10 millions. Alors 10 millions, c'est rien du tout, hein, ne vous faites pas impressionner, mais bon, on peut espérer que ça ira plus loin. Pour sécuriser l'intelligence artificielle. Et dès lors qu'on vous dit sécuriser l'intelligence artificielle, ceux qui aiment bien la science-fiction et qui ont lu du Asimov vont penser tout de suite aux lois de la robotique. Donc dans Asimov, il y a des robots qui sont super intelligents, grâce à un système qui a été créé, mais leur intelligence, il y a des règles d'or qui sont fixées dedans et qui ne peuvent pas dépasser. Et la première règle d'or, c'est un robot ne peut pas porter atteinte à un humain. La deuxième règle, c'est un robot obéit aux ordres d'un humain. Et la troisième règle, alors sauf si ça rentre en contradiction avec la première règle, et la troisième règle, c'est un robot se protège, sauf si ça rentre en contradiction avec les deux premières règles. Et alors dans les livres de Asimov, il y a une loi zéro qui apparaît, à un moment, qui est que finalement, on peut porter atteinte à un humain si c'est pour sauver l'humanité. Donc l'humanité est plus forte qu'un humain. Donc quelque part, on aurait envie que ces règles-là soient en effet dans tous les réseaux neuronaux ou dans toute l'intelligence artificielle, parce que ça veut dire qu'on est certain qu'ils vont travailler pour nous. Aujourd'hui, une inquiétude qu'on pourrait avoir, c'est de se dire s'ils sont aussi sympas avec nous que nous, on a été avec toutes les autres espèces qui ont disparu, on ne va peut-être pas résister très longtemps. Voilà, donc il y a cette inquiétude aujourd'hui sur l'évolution, en particulier parce que ces réseaux qui étaient restés bloqués pendant très longtemps, aujourd'hui, évoluent très 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 vite, et on a des succès inattendus. Et donc on se demande, est-ce que c'est parti pour de bon? Est-ce qu'on va avoir un palier qui fait que finalement on peut respirer? En tout cas, ce qui est clair, c'est que les grosses boîtes, Google, Facebook, Yahoo, etc., Yahoo, je sais pas, mais Baidu, pardon, je disais, investissent à fond là-dedans. Ils mettent vraiment des quantités d'argent énormes, puisque celui qui contrôlera les IA efficaces, clairement, il a l'argent et le pouvoir qui va aller derrière. C'est une garantie. Les IA sont déjà très impliqués dans tous les flux financiers. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, les militaires les utilisent déjà très largement. Il y a quand même un point aujourd'hui que je n'ai toujours pas vu, c'est des IA qui sont capables de se poser des questions. C'est-à-dire pour l'instant, ce qu'elles savent très bien faire, c'est résoudre un problème qu'on leur donne, mais elles ne sont pas capables, à ma connaissance, de dire « Tiens, j'ai vu plein de données sur Internet, ça m'a fait penser à un problème. Est-ce que Dieu existe, par exemple ?» Ou des trucs aussi bêtes que ça. Donc, on n'est pas encore à cette étape, à ma connaissance, où les IA sont capables de sortir de la tâche qu'on leur a donnée. Ça, c'est assez rassurant. Maintenant, est-ce que ça va durer? J'avoue que je n'ai absolument aucune idée. Donc si vous avez des questions sur ce sujet amusant. J'aurais deux questions. Bon, la première porte sur la fin. Vous avez dit, est-ce qu'une IA est capable de se poser une question? Ça, c'est peut-être le phénomène de conscience. Et il y avait une intervention du prof Aimon Sébastien dans un de ses cours où il disait que la conscience est un phénomène quantique et qu'avec les nouvelles avancées en informatique, on commence à avoir des phénomènes quantiques et on pourrait voir surgir le phénomène de conscience. C'était une intervention de sa part. Donc ça fait peur. Oui. Et aussi, ma première véritable question, c'est par rapport à la modélisation du neurone que vous avez fait au début. Vous avez fait, il a une entrée x0, x1, x2. Il met des coefficients devant les x0, x1, x2. Et c'est une relation de somme. Pourquoi ça serait une relation de somme et pas un autre type de relation? Ou c'est juste, vous avez pris un exemple de relation de somme? Parce que ça peut être un produit, ça peut être une autre relation, ça peut être, moi je ne sais pas. Alors déjà, je pense que les courants s'additionnent naturellement. Après, il faudrait voir au niveau biologique, mais je ne serais pas étonné que ça ressemble plutôt à une addition qu'à autre chose. Voilà. Donc biologiquement, c'est une addition. Tu as plusieurs Par exemple, moi je penserais convolution, peut-être, signaux, traitement de signaux, je penserais convolution. Comme ça. A priori, c'est pas vraiment ça. Par contre, il y a un truc que j'ai peut-être pas bien explicité, c'est que là, on a un effet de seuil qui apparaît, et quand on fait des simulations, on prend une fonction d'activation qui va décider est-ce que je fais suivre l'information ou est-ce que je la fais pas suivre. Ça peut être à seuil, c'est-à-dire que c'est rien ou je fais tout suivre ou rien,
ou ça peut être de façon plus continue, c'est-à-dire que si on me donne quelque chose de tout petit, 10-1, ben moi je vais envoyer 10-3, donc encore moins. Et si on me donne du 10+2, dans ce cas-là, je vais envoyer du 10+5, encore plus. Donc je peux amplifier, par exemple. Donc il y a plusieurs fonctions différentes. Et quand on fait des simulations de réseau neuronal, on voit très bien que c'est très important, ces fonctions-là. Suivant la fonction qu'on utilise, on va converger, c'est-à-dire qu'on va obtenir un résultat final qui marchera ou qui ne marchera pas. Donc il y a plein de petits paramètres comme ça à jouer. Mais comme j'ai dit, pour l'instant, c'est du savoir-faire de la part des gens qui travaillent sur les réseaux neuronaux. Il n'y a pas de démonstration mathématique qui disent qu'à tel endroit, il faut faire telle chose pour être certain que ça marche. Moi, j'ai une question sur la partie un peu politique où tu parles du chômage et tout ça. Tu dis que, en gros, si j'ai bien compris, l'idée c'est que les IA, ça va faire qu'on va pouvoir éviter d'avoir tous les trucs manuels et tout ça parce que ça va être automatisé, c'est ça? Et intellectuel. Oui, alors moi en fait j'ai l'impression que justement les IA ça a plus tendance à résoudre des problèmes qui sont marrants, genre compiler des programmes ou faire des preuves, enfin vérifier des preuves ou des choses comme ça. Et c'est un peu moins fort pour faire des trucs du genre ramasser des poubelles ou empiler des cartons dans des warehouses Amazon ou des trucs comme ça. Tu as tout à fait raison. L'IA en elle-même, elle n'est pas spécialement douée pour ramasser des cartons. Mais il y a des travaux quand même qui se font en robotique justement pour qu'est-ce que c'est qu'une main. Et il faut bien la contrôler, cette main. Et pour la contrôler, il y a des retours. C'est-à-dire que tu vas avoir des capteurs de pression qui vont t'envoyer de l'information. Et qui va contrôler cette main? Finalement, tu as un cerveau derrière. Et c'est là où elle peut faire le travail. Mais je pensais plutôt au fait qu'actuellement, c'est vraiment beaucoup plus des trucs marrants, des problèmes marrants qui sont résolus par rapport à des problèmes manuels chiants. Et du coup, je me demandais, qu'est-ce qui nous fait penser que ça va changer complètement de direction pour aller dans une direction plus aidée pour les problèmes chiants? Alors, il y a plusieurs quand même choses qui font aller dans ce sens-là. Conduire une bagnole, moi, je trouve ça chiant. Et ça y est, elles vont les conduire. Donc, il n'y aura plus besoin d'avoir un humain pour ça. Aller tirer avec un flingue sur des gens, je trouve ça dangereux. Donc, on fait des robots qui vont le faire à ta place. Et si vous regardez ce que font les armées, ils font déjà des sortes de des chevaux. On pourrait dire des chevaux parce que c'est à 4 pattes. Ça ressemble pas mal aux robots ménagers que je vous ai montrés. Sauf que là, ça porte tout le barda du militaire. Et donc, la mitrailleuse lourde, le petit canon, on le met sur le cheval, et puis les militaires marchent, et le cheval marche à côté d'eux, comme si c'était un animal autonome. Donc, il y a quand même... et en plus, il marche super bien. Franchement, aujourd'hui, ils le font marcher sur de la glace, dans un endroit vachement piégeux. Il s'en sort très bien. Donc, on est quand même en train de développer aussi tout cet aspect mécanique, avec un contrôle d'intelligence, avec des réflexes, pour être capable de bouger dans notre monde, dans notre environnement. Et un gros marché, mais énorme, c'est l'homme ou la femme de ménage. C'est clair que le premier qui va te sortir un truc comme ça, j'ai envie de dire, même si tu le sors à 10 000 €, ça va se vendre comme des petits pains. Donc il y a un marché, et quand il y a un marché, en général, il y a la volonté d'y arriver. Rapidement, parce qu'il y a le problème de la conscience qui a été soulevé, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que c'est de toute façon personne n'a la réponse. Mais juste rapidement, pour avoir ton avis sur le problème de la chambre chinoise. Je ne le connais pas, vas-y. La chambre chinoise, c'est relativement simple, c'est de dire, les systèmes qu'on a actuellement, ça a été formulé il y a 30 ans au moment des IA symboliques, donc la formulation du problème ne tient pas tant que ça, mais le fond oui. En gros, on disait les machines n'ont pas de compréhension de ce qu'elles font, elles manipulent seulement des symboles, et puis elles prennent des symboles en entrée, elles manipulent des symboles selon un protocole qu'on leur a donné, il y a un symbole en sortie. C'est un peu comme si on mettait quelqu'un qui parle qu'anglais dans une pièce. Il y a quelqu'un qui lui rend des symboles en chinois par une forme de la pièce, et puis lui, sur un mur, il a un tableau qui lui dit si tu vois ce symbole, donne ce symbole-là, et puis si tu vois ce symbole, donne ce symbole-là, et au final, de l'extérieur, on a l'impression qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un qui parle chinois. Et l'argument de la chambre chinoise de John Searle, c'est de dire que le système à aucun moment ne comprend le chinois, et que la machine n'est pas, elle peut émuler de l'intelligence, mais ne sera jamais de l'intelligence en elle-même, comme s'il y avait quelque chose d'intrinsèque. Voilà, c'était pour avoir... La première chose que ça me fait penser, c'est qu'on ne comprend pas comment marchent les réseaux de neurones. Donc on ne peut pas vraiment répondre à ta question. Ça serait une machine simple. On pourrait très bien dire oui, en effet, elle ne comprend rien à ce qu'elle fait. Mais comme on voit bien que les réseaux neuronaux marchent bien, plus on leur donne de données, mieux ils marchent, qu'ils ont ce besoin d'apprendre, et que en fait, quand on entraîne un réseau neuronal, on fait très attention à ce que les données soient un ensemble séparé de la vérification du bon fonctionnement du réseau après. Donc ça veut dire qu'on s'entraîne sur un ensemble de chats, et après, on va le tester sur des chats qu'il n'a jamais vus.
Ça se trouve, il n'a jamais vu un chat noir avec une oreille abîmée de cette forme-là. Et c'est là où on vérifie, est-ce que tu es encore capable de comprendre. Alors ça veut dire que ça leur offre une souplesse qui est quand même assez forte. Les réseaux neuronaux sont super bons pour les langues. Ils commencent à marcher vraiment super bien. À coup, et maintenant on arrête l'idée d'expliquer ce que c'est qu'une langue, on est plutôt en train de lui dire, bah voilà, je te passe des tonnes et des tonnes et des tonnes de textes, et tout doucement, tu commences à comprendre comment les choses se mettent en place, et tu commences à parler. Mais la grosse question, c'est, qu'est-ce que je fais moi? Est-ce que finalement, j'ai pas fait un peu la même chose? Donc c'est un peu ce genre de truc, et je pense que là-dessus, on est encore sur un flou très très énorme de voir en effet ce qu'on est nous et ce que vont pouvoir devenir les réseaux neuronaux. Et on peut tout à fait imaginer qu'ils arrivent à devenir des gens très très intelligents, avec une autre forme d'intelligence que la nôtre, et qui ne copient pas, mais qui trouvent un autre chemin, qu'on trouve un autre chemin qui fasse que les résultats soient très très bons. Alors, moi, j'ai une petite remarque déjà. Oui, j'ai effectivement dit que les deep learning n'avaient pas le même but que les humains. Mais en fait, il y a des gens qui travaillent à essayer de faire des réseaux qui vont avoir vraiment le but de survivre dans un environnement simulé. Donc, il y a des recherches là-dessus. Et juste, j'avais une question sur autre chose. Tu as dit que d'ici quelques années, il se pourrait que donc, les IA deviennent dangereuses parce qu'elles pourraient nous surpasser. Mais du coup, est-ce que tout ce qui est transhumanisme, c'est-à-dire augmentation de l'humain, ça ne pourrait pas nous aider à justement nous hybrider un peu avec ces IA et à nous élever nous-mêmes? Oui, alors ça, c'est un truc qui est très intéressant. J'ai suivi un cours sur l'histoire de l'humanité il n'y a pas si longtemps que ça, où il expliquait que l'humanité, notre espèce, a commencé il y a 100 000 ans et qu'elle finira ce siècle-là. Alors ça fait un peu peur, on se dit qu'est-ce qui se passe, la bombe atomique, ça y est, les robots nous rasent totalement. Et en fait non, sa réponse c'est elle va finir ce siècle-là parce qu'on va se modifier génétiquement. On en est de plus en plus proche, ça avance de plus en plus vite. Et franchement, pour quelle raison on continuerait à avoir des maladies génétiques si on peut les enlever en modifiant notre génome? Donc il y a quand même pas mal d'idées là-dessus. Et puis en effet, après, c'est est-ce que tout le monde n'a pas envie d'avoir une superbe vue? Est-ce que tout le monde n'a pas envie d'être encore plus intelligent? Donc si on vous le propose en vous disant, bah tiens, c'est une petite modification avant la naissance et qui fait qu'après votre gamin, on vous garantit qu'il aura des capacités intellectuelles nettement supérieures, ça risque d'arriver rapidement. Il y a quand même un frein énorme qui s'appelle l'éthique et qui fait qu'aujourd'hui, c'est strictement interdit. C'est même tellement interdit qu'il y a des pays où on n'a même pas le droit de faire de la recherche là-dessus. Oui, ça peut être une solution. Et puis après, il y a la solution intermédiaire qui est de dire on va mélanger l'humain et le robot, ce qu'on appelle les cyborgs, où on va vous donner des extensions que vous allez pouvoir étudier et exploiter pleinement. Par exemple, je serais assez content d'avoir une mémoire secondaire qui n'oublie pas et qui soit capable finalement de faire un petit peu... Bon, aujourd'hui, c'est un peu ça ma mémoire secondaire, hein, sauf qu'elle n'est pas branchée directement à moi. S'il n'y avait aucun risque, je ne serais pas contre qu'elle soit branchée directement à moi et que quand je me pose une question, la réponse, je l'ai immédiatement, sans rien ouvrir, sans rien toucher, simplement parce que mon esprit a cherché dans Wikipédia et que j'avais déjà tout Wikipédia dans la tête. Donc ça va arriver aussi assez rapidement, je pense. On commence à faire des choses, par exemple, on fait des yeux pour des aveugles afin qu'ils commencent à voir. Alors je crois qu'aujourd'hui, il doit avoir 4 pixels ou 8 pixels, donc c'est pas terrible comme vision encore. Mais pour des gens qui n'ont jamais vu, c'est assez énorme. Je crois qu'on travaille vachement au niveau des oreilles aussi. Tout le monde, en vieillissant, a tendance à perdre de la capacité auditive, donc il y a un énorme marché. Si vous êtes capable de faire des oreilles qui ne font pas que amplifier le son, mais qui vont directement se brancher au cerveau pour envoyer les impulsions, qui fait que votre cerveau arrive à entendre de nouveau. Donc, tous ces prothèses, tous ces sortes de cyborgs, ça va aussi arriver, et peut-être qu'en effet, ça va peut-être nous permettre de lutter à armes égales contre ces ordinateurs. Ou bien, ces ordinateurs seront nos amis. Parce que franchement, on a massacré un nombre d'espèces incroyable, mais quand je vois la vie de mon chat, c'est royal, quoi. Il bouffe tranquillement, il va se promener, il est câliné, et puis il fait rien, quoi. Et donc, j'adorerais que l'ordinateur ait le même réflexe avec moi. Oh, il n'a pas l'air de déprimer, mon chat. Non, mais après, tu seras... Je veux dire, c'est ce que j'ai dit, le bon côté, ça sera le revenu minimum. Mais si tu as un revenu minimum du genre 10 000 € par mois, ça veut dire que tu n'as plus besoin de te faire chier sur les aspects matériels. Et si ta grande passion, c'est la peinture ou si c'est l'informatique, tu vas pouvoir faire de l'informatique toute la journée. Comme... Pour ton plaisir personnel. Je vais donner un exemple tout bête. Il y a plein de gens qui jouent aux échecs, encore aujourd'hui. Or, n'importe quel ordinateur de poche bat n'importe quel humain. Et pourtant, il y a encore des clubs d'échecs très actifs de gens qui jouent aux échecs et qui adorent ça.
et qui apprennent et qui passent du temps à apprendre. Tu vois? Non, je pense qu'il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Si on s'en sort bien, avec une bonne psychanalyse collective, on sera capable d'accepter, d'être assisté et puis d'être finalement vivre notre vie. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, Didier.